Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques implantés dans des milliers d'objets de consommation courante. Depuis son interdiction dans les biberons, le bisphénol A est le plus célèbre. Mais ce n'était qu'un détail. Il y en a dans les cosmétiques, les plastiques, les pesticides, partout. Ils sont peut-être des centaines. Ils passent dans les corps et la nature. Sang, cordon ombilical, lait maternel, rivières, ours polaires, ta mère, partout. On est cerné. Endocrinien, ça veut dire hormonal. Les perturbateurs endocriniens piratent le système hormonal et jouent avec les hormones comme la testostérone ou les œstrogènes. Les plus vulnérables, ce sont les fœtus, ceux qui n'ont pas le choix, ceux à venir. Quoi ? Si nos hormones sont dérangées pendant la grossesse, elles peuvent laisser une bombe à retardement qui explose en nous des années plus tard. Infertilité, malformation génitale, cancer du sein, de la prostate, des testicules, puberté précoce, troubles du développement, obésité, diabète. Les perturbateurs endocriniens sont des présumés coupables. L'Europe avait promis de nous protéger, nous, générations futures, mais les choses ont mal tourné. Au niveau européen, le débat sur les perturbateurs endocriniens a commencé dans les années 90, avec des signes alarmants de déclin de la fertilité masculine et des effets sur les poissons, surtout dans les rivières anglaises. Soudain, les poissons mâles se sont mis à produire une protéine femelle. C'était vraiment bizarre. Cela a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Des milliers d'études ont montré les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur les animaux sauvages et les hommes. Comme ces effets très puissants interviennent pendant le développement et provoquent des dégâts irréversibles, on ne peut plus l'ignorer. Il faut agir. Avec les perturbateurs endocriniens, les maladies qui nous inquiètent chez les humains sont, chez les garçons, les malformations du pénis, la non-descente des testicules et les cancers des testicules et de la prostate. Et chez les femmes, des maladies comme le cancer du sein ou le syndrome des ovaires polykystiques. Soyons clairs, parmi les scientifiques et les praticiens de la recherche sur les perturbateurs endocriniens, il existe vraiment un très large consensus sur le fait que ces produits chimiques sont dangereux et nécessitent une approche spécifique en matière de réglementation. Les députés décident que les perturbateurs endocriniens doivent être réglementés, certains interdits. On spécule beaucoup au sein des organismes européens de régulation en ce moment. Combien de produits chimiques seront attrapés comme perturbateurs endocriniens par la réglementation? En vérité, personne ne le sait. L'enjeu majeur, c'est la création d'un système officiel qui dira « Oui, c'est un perturbateur endocrinien, et ça non, et celui-là est un perturbateur endocrinien suspecté ». Le dossier de la perturbation endocrinienne est un dossier qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Et si on prend la chimie, donc le secteur de la chimie générale, les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique, les produits de protection des plantes, donc les pesticides, les biocides que l'on utilise donc à la maison pour les mouches, les cafards, les moustiques, sont donc tous concernés à des degrés variables d'ailleurs par cette fameuse perturbation endocrinienne. L'industrie est sur le pied de guerre. Elle est mobilisée pour faire en sorte que la définition des perturbateurs endocriniens soit aussi limitée que possible. Essentiellement parce qu'elle veut continuer à mettre ces produits sur le marché sans aucune interférence du régulateur. L'industrie, en revanche, la considère comme une menace pour des milliers de produits. Mais la décision finale revient à la Commission européenne. C'est elle qui a notre destin entre ses mains. L'industrie chimique a cette chance d'avoir suffisamment de moyens pour démarcher absolument tout le monde, y compris leurs ennemis, y compris leurs alliés, et y compris les indécis, alors que typiquement les ONG, elles, n'ont les moyens que de se focaliser sur les indécis. À Bruxelles, l'influence est concentrée sur ceux qui décident dans les bureaux de la Commission européenne. Ces bureaux, ce sont les directions générales, dites DG, chacune chargée d'un domaine spécifique. La DG Sanco, par exemple, veille sur la santé et les consommateurs, et la DG Entreprise sur l'industrie.
Les DG sont chapeautés par les commissaires, des super-ministres, situés en dessous du président José Manuel Barroso dans la hiérarchie. C'est la DG Environnement qui est désignée chef de file sur le dossier perturbateur endocrinien pour réfléchir à la définition. Son travail, établir une liste de critères scientifiques qui permettront de dresser le portrait robot des suspects et donc de nous en débarrasser. La question est, comment identifier les perturbateurs endocriniens? Quel ensemble de caractéristiques ces substances doivent-elles remplir pour être appelées perturbateurs endocriniens? Première difficulté pour élaborer des critères, comprendre la science et les connaissances scientifiques. La DG Environnement a commandité une étude pour faire le point sur les connaissances scientifiques les plus récentes sur les perturbateurs endocriniens. L'équipe qui a obtenu le contrat était dirigée par le professeur Andreas Kortenkamp, un spécialiste des perturbateurs endocriniens reconnu au niveau mondial. Les hormones ont plusieurs fonctions dans l'organisme, mais au cours du développement, elles ont une fonction très importante, la programmation. Elles programment le développement. Et certains produits chimiques ont la capacité d'interférer avec ces effets de programmation des hormones, pendant la vie fœtale par exemple, avec des conséquences à l'âge adulte qui sont graves, irréversibles pour le reste de la vie. Par exemple, le fœtus doit être exposé à des androgènes, les hormones sexuelles masculines, lors d'une fenêtre très précise, afin de déclencher la différenciation du fœtus mâle. Si cela ne se produit pas, on observe plusieurs signes de démasculinisation. L'urètre, par exemple, ne se forme pas à l'extrémité du pénis comme il se doit, mais sur le dessous. Donc les produits chimiques auxquels une femme enceinte est exposée à ce moment-là peuvent perturber ce processus et provoquer ces effets irréversibles. En termes de toxicité, c'est ce qui les distingue de nombreuses autres substances chimiques. Quoi encore? Ah, 5U. Notre rapport, l'état de la science sur les perturbateurs endocriniens, a été accueilli avec bienveillance par la Commission européenne. Le rapport conclut que cette question nécessite effectivement une attention politique, que les bases scientifiques se sont considérablement améliorées et sont suffisamment solides pour pouvoir élaborer des lois, des politiques. Ce qui était le plus important pour nous. Il a été accueilli avec moins de bienveillance par l'industrie. À peine publié début 2012, le rapport Kortenkamp devient l'objet d'une série d'attaques, camouflées en critiques. La plupart financées par l'industrie et confiées à des sociétés de lobbying scientifique. Le fonds de commerce de ces firmes fabriquait de la matière scientifique pour défendre des produits dangereux comme le bisphénol A, les pesticides ou la cigarette auprès des autorités. Une des tactiques systématiques malheureusement employées par l'industrie dans cet exercice-là, c'est d'attaquer évidemment non seulement les études qui vont contre son sens, mais également les scientifiques qui sont les auteurs de ces études-là. À la lecture de certaines critiques du rapport Kortenkamp, il est frappant de voir combien il est facile de faire une critique. Vous lisez un rapport de plusieurs centaines de pages avec 2000 références soigneusement préparées, non par un, mais plusieurs scientifiques pendant 1 ou 2 ans. Et en un week-end, vous pouvez tout simplement le massacrer en lui reprochant des choses du style « Oh, il manque cette référence ». Bien sûr, le désaccord et la controverse sont importants pour la science et le public. Nous devons toujours nous efforcer d'approcher la vérité au plus près.
Mais ces critiques grossières, faciles, bâclées et rédigées à la va-vite, comme les critiques du rapport Kortenkamp, on s'en passerait facilement. Il est clair que l'objectif global rappelle celui que l'industrie du tabac a compris il y a des décennies. Fabriquer le doute, remettre en question la qualité des études et compliquer la tâche aux dirigeants quand ils doivent prendre des décisions. Puisque la science nourrit de nombreuses décisions politiques, elle est la cible d'influences partisanes qui s'exercent dans les coulisses de la démocratie. Pour l'industrie, instrumentaliser la science sert à retarder, affaiblir ou combattre les réglementations. Ce lobbying dont la science est l'objet s'appelle la manufacture du doute. Une stratégie inventée par l'industrie du tabac dans les années 50 pour déjouer les mesures de santé publique contre la cigarette. Les responsables politiques doivent être conscients de l'objectif et de l'origine de la manufacture du doute. Des mémos explicites de l'industrie du tabac dans les années 50 disant « Si nous semons le doute dans l'esprit du public et des décideurs, nous pourrons protéger notre produit, la cigarette, pendant 2 ou 3 décennies. » Donc une stratégie très explicite reprise par d'autres secteurs quand ils estiment leurs produits menacés. La science est faite de débats contradictoires. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs, c'est que c'est un processus de doute permanent, qu'on a besoin de ce doute permanent, et c'est d'ailleurs très sain d'un point de vue intellectuel de remettre en question ce qu'on pense de façon permanente. Et c'est là où c'est très pervers, c'est qu'en déformant artificiellement en fait, et en amplifiant ce doute-là, l'industrie parvient en fait à utiliser la science contre elle-même. L'incertitude, c'est le moteur de la science. Mais en Europe, tant qu'elle n'est pas dissipée, un outil politique nous protège, le principe de précaution. Il faudrait trop de temps pour prouver le lien entre la cause, les perturbateurs endocriniens, et leurs effets, des maladies dans 8 mois ou 40 ans. On n'est pas des cobayes. Évidemment, les preuves impliquent des dégâts chez les animaux sauvages ou les humains, ou les deux. Et pour éviter que cela n'arrive, il faut faire usage de précautions sur la base d'éléments dont on n'est pas certain à 100%. Donc la précaution intervient dans des situations de complexité, d'incertitude, d'ignorance scientifique. Dans des situations où il existe assez d'indices pour suggérer la plausibilité ou la possibilité de problèmes peut-être très graves, irréversibles et à grande échelle, comme des cancers ou des trous dans la couche d'ozone. Ce type de problème. Un terme très souvent utilisé dans ces débats sur l'utilisation appropriée ou non de la précaution, etc., c'est science sensée. Qui, franchement, pourrait le contester? Qui pourrait soutenir l'utilisation d'une science non sensée? Mais l'origine historique de ce terme est très intéressante. Lui aussi a été inventé par l'industrie du tabac dans les années 80. C'est quelque chose qui est utilisé comme un mot slogan, comme une espèce de mot obus, pour disqualifier toute étude scientifique qui n'irait pas dans leur sens. Donc tout ce qui est, disons, qui va dans le sens de l'industrie, c'est sound science, et tout ce qui ne va pas dans le sens de l'industrie, c'est de la junk science, c'est de la science pourrie. Le problème, bien sûr, avec la science sensée, c'est que la génération actuelle de décideurs publics n'a en général aucune idée de son origine. Une stratégie de relations publiques de l'industrie du tabac. Les lobbies piochent encore dans la boîte à outils de l'industrie du tabac, laissant cette troublante impression de déjà-vu. Mais comme retourner le sens des mots ne suffit pas, l'industrie de la chimie tape plus haut dans la hiérarchie. Le 24 juin, elle écrit à Janusz Potocznik, le commissaire à l'environnement. Nous persistons à penser que les critères techniques pour identifier les perturbateurs endocriniens devraient être basés sur les données et sur la science et pas sur des hypothèses et l'idéologie. D'accord. C'est exact. Voilà, ça c'est la sound science. C'est tant que vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes des idéologues. Le stade de compréhension mutuelle n'avait alors pas été atteint avec nos collègues de l'industrie. Quand ils sortent ce genre d'argument, c'est qu'ils ont perdu. En tout cas, avec cet interlocuteur-là. Je ne pense pas qu'ils utilisent le même ton pour des gens entreprises. C'est de l'intimidation? Oui. Il y a 2 éléments dans cette lettre, à titre d'exemple parmi les nombreuses lettres que nous avons reçues. Il y a le ton et il y a le contenu. Et bien sûr, notre devoir professionnel est de répondre au contenu et d'éviter de regarder le ton.
Pas vraiment besoin de hausser le ton avec les DG plus réceptives au chantage économique. Et surtout en ce début d'été 2013. L'Union européenne et les États-Unis négocient la création d'une zone de libre-échange transatlantique, le TAFTA. Objectif, supprimer les entraves aux échanges commerciaux. Moyen, aligner les réglementations. Mais aligner vers le haut, l'Europe, ou vers le bas, les États-Unis. La définition des perturbateurs endocriniens tombe plutôt mal. Les marchandises américaines, bloquées aux frontières par le principe de précaution, cette barrière à l'innovation, ce frein au progrès? Impensable pour l'industrie. Il y a beaucoup de différences. Et clairement, les entreprises souhaiteraient que certaines de ces différences soient aplanies ou éliminées. Ce qui est en jeu, c'est la remise sur la table de tout notre héritage réglementaire des 40 dernières années. Donc ça inclut évidemment l'encadrement des produits chimiques, REACH. Ça permet également aussi à l'industrie, et c'est évidemment très intéressant pour l'industrie chimique, pour l'industrie, enfin pour tous ceux qui sont sur les perturbateurs endocriniens, sur les OGM, de pouvoir régler dans des négociations secrètes des débats qu'ils ont perdus ou qu'ils sont en train de perdre dans le débat public. Sur les sujets qui suscitent de vifs débats, comme les critères des perturbateurs endocriniens, on entend maintenant s'élever la voix de l'industrie américaine des pesticides. Cela soulève bien sûr la question du conflit d'intérêts. Évidemment, quand on est payé par quelqu'un qui défend son produit, on est loin d'être aussi objectif qu'un scientifique employé par la société via une agence gouvernementale et dont le parti pris, s'il en a un, est envers le public ou la planète. Nous avons conscience du soutien des contribuables européens. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous nous efforçons de leur donner quelque chose en retour et de rendre la vie meilleure en Europe. Je n'ai aucune illusion sur l'étendue de notre pouvoir pour y parvenir. Nous sommes des scientifiques, pas des lobbyistes. Considérer cela comme une opération de lobbying, je dirais non. Le lobbying, c'est s'adresser à la bonne personne, au bon moment, et avec le bon message. Anne Glover, juin 2013, blocage du processus. La bonne personne, le bon moment, le bon message. Avec cette caution scientifique au sommet, la commission tenait son alibi pour l'étude d'impact, même si la pseudo-controverse scientifique a depuis fait flop dans ses propres bureaux. Peut-être ce poste est-il utilisé à mauvais escient pour avancer sur le terrain économique ou politique plutôt que de s'en tenir à la science. Dans les journaux, je vois sans arrêt des gens dire que je suis à la botte de l'industrie ou que je travaille pour l'industrie. Eh bien non, et je ne l'ai jamais fait. Le fait même que ce poste existe est un enjeu stratégique qui intéresse l'industrie et qu'ils veulent pouvoir l'utiliser dans l'avenir. Je ne suis pas la voix de l'industrie. Je ne suis pas la voix de la politique. Ce que je suis, c'est la voix de la science. Cette notion même qu'on pourrait avoir un conseiller en chef scientifique auprès de la commission pose problème, parce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chef de la science? Il y a de plus en plus de décideurs, et en réalité, il y a de moins en moins de décisions qui se prennent. Ou, au pire, on prend des décisions négatives, principe de précaution. Vous voudriez un chef de la sound science au niveau de la commission? Bah oui. Je voudrais que les gens comprennent l'ampleur et l'importance du problème. Il ne s'agit pas d'un obscur débat toxicologique dans un recoin de l'Union européenne. Je cherche toujours la meilleure manière de l'expliquer, mais je pense qu'il s'agit de l'équivalent du changement climatique en matière de produits chimiques dangereux et de santé environnementale. C'est la mère de toutes les batailles. L'attaque de l'industrie montre que nous sommes sur la bonne voie, que nous faisons la bonne chose. Sinon, elle ne réagirait pas comme ça. Maintenant, il nous faut la gagner, cette bataille.
est en avril 2014 et tout est toujours bloqué. L'étude d'impact n'a pas commencé, l'Europe n'a pas de définition officielle, les perturbateurs endocriniens ne sont pas réglementés.